dans l'urgence, le médecin, il a le droit de prélever. Et là, où je vais surprendre tout le monde, aujourd'hui, ma position est la suivante. C'est que si j'ai un conseil à donner à chaque famille, et écoutez bien ce conseil, je dirais, quand vous rentrez à l'hôpital, même pour une simple appendicite, c'est de dire au médecin que vous n'êtes pas donneur. Et que s'il vous arrivait quoi que ce soit, non seulement il y aura une autopsie, et qu'il aura à répondre si des organes sont manquants dans le corps. Bonjour, c'est un bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Nexus qui va traiter aujourd'hui, suite au récent amendement sur la fin de vie, pour ne pas dire l'euthanasie, à la notion et au parallèle entre cet amendement et le trafic d'organes. C'est pour ça, aujourd'hui, j'ai le bonheur de réinviter quelqu'un que vous connaissez maintenant, qui est Thierry Cabil. Thierry Cabil, merci d'être là, parmi nous. Ben, c'est moi qui vous remercie parce que c'est un honneur que je vous retourne, parce que l'honneur qui est celui d'informer, de sensibiliser les gens sur un sujet sur lequel on ne parle pas suffisamment, qui finit par se banaliser avec ce type d'amendement qui est catastrophique parce que c'est un amendement sur ce qu'on appelle la fin de vie, l'euthanasie, mais la gravité, c'est que derrière ça, on l'associe à une mort naturelle. Et c'est là où ça devient une forme de banalité. Et il ne faut surtout pas qu'on se laisse enfermer par cette banalité. D'ailleurs, c'est ce qui est dans un article, effectivement, oui. de cet amendement. Il est bien notifié que ça sera considéré comme étant une mort naturelle. Voilà. Et alors, pourquoi j'invite Thierry aujourd'hui? Puisque c'est peut-être la première fois où dans un média va être vu cet amendement via le trafic d'organes, puisque aujourd'hui ça fait débat dans la société, mais pas suffisamment. Mais franchement, tu es un des seuls à m'avoir interpellé là-dessus. Et j'ai fait un travail sur ce qui se passe au niveau mondial, sur les pays où ça a déjà été mis en place, en l'occurrence Canada, Espagne, Pays-Bas, où il y a de vives polémiques qui existent aujourd'hui, dans le fait où effectivement on a eu à constater qu'il y avait des vols d'organes suite à ces amendements ou ces lois qui ont été votées chez eux. Alors moi je rappelle juste à nos auditeurs qui tu es. Je vous renvoie tous et toutes à ce magnifique ouvrage de son avocat maître Dominique Kounkou, sur l'affaire Cabil. C'est vraiment, au-delà de ce que vous pensez, un livre remarquablement bien écrit, instructif, et qui montre comment dans un hôpital public on a assassiné une patiente qui n'est autre que ta maman, Eliane, paix à son âme. Et je tiens à dire à nos auditeurs que l'homme qui est en face de moi, dans un état comme la France quand même, ça fait 24 ans qu'il ne sait toujours pas où est enterrée sa maman. Voilà. Je tiens à le dire, après qu'on ne nous dise pas que nous sommes dans une démocratie, j'ai de plus en plus de mal à le croire. Je crois que je ne suis pas le seul. D'ailleurs, dans un ouvrage paru en décembre 2015, il y a déjà presque 10 ans, la marchandiser la vie humaine, remarquable livre où une seule affaire apparaît en France dans le cadre du trafic d'organes, c'est l'affaire de ta maman, une affaire qui a été largement reprise au niveau international. Et fait incroyable, en introduction, je le dis à nos auditeurs, puisque dans les expertises qui ont été faites sur ta maman, il y a eu quand même deux autopsies. Je me rappelle que dans le rapport du docteur Jacques Reverberi, il avait été notifié que parmi les documents communiqués à l'expert, le rapport de l'ADN ne figurait pas dans la liste des pièces. Alors, ce que j'ai bien compris, toi et ta famille, via un exceptionnel avocat, maître Gilbert Collard, parce que j'ai eu à lire les conclusions, elles sont exceptionnelles, elles sont remarquables, à l'endroit d'une magistrate où il demande votre vœu de récupérer l'ADN. Ben oui. Une magistrate, est-ce qu'elle est encore magistrate ou criminelle en Rome Nord, je ne sais pas comment la qualifier, va refuser à vous, la famille, de vous remettre cet ADN en prétextant
que vous n'avez pas notifié pourquoi vous l'aurez souhaité. Enfin, c'est quand même, on est en plein délire. Et vous allez, toi et ta famille, avoir une amende civile record, rarement vue en France, d'une hauteur de 15 000 €. C'est-à-dire que l'État français, par le biais d'une magistrate, entre guillemets magistrate, à se demander si elle n'a pas agi sous ordre ou si elle n'a pas éventuellement reçu de l'argent pour commettre un tel impair sur le plan déontologique. En tout cas, elle va vous condamner tous les membres de la famille qui avaient fait cette demande à 15 000 € d'amende civile. Alors entendez bien, chers citoyens, chères citoyennes, voilà ce qu'est devenu, en tout cas dans notre pays, certains magistrats, j'ai envie de dire, n'hésite pas à s'en prendre littéralement aux victimes. Alors, je le dis par avance, j'ai un immense respect pour tous ces magistrats qui luttent au plus haut niveau. Ils sont à peu près 150 aujourd'hui à être protégés par la police, car ils luttent, eux, effectivement, contre tout type de trafic. Le narcotrafic, on l'a vu dans une émission récente avec Médecin Viti, la pédocriminalité, le trafic d'organes. Ils font ce qu'ils peuvent avec peu de moyens. Par contre, on a tout un contingent de criminels en robe noire qui n'hésitent pas à massacrer les victimes en France, qu'elles soient noires, blanches, quelle que soit leur religion. C'est un truc complètement délirant de voir le niveau de corruption qu'aujourd'hui a atteint la France pratiquement dans toutes ses institutions. Et là, une amende record de 15 000. Alors tu m'as appris un fait complètement délirant qui vient de vous arriver dans votre famille. Alors je le dis à nos auditeurs avant de te laisser la parole. Là, ces derniers jours, c'est tout récent. C'est tout récent, ça date du 24 avril 2025. Donc vous avez fait, toi et les membres de ta famille, une demande d'acte d'état civil de ton frère qui est décédé en 1989. Qui était normalement dans la tombe où était enterrée normalement aussi ta maman. Bizarrement, ces deux corps ont disparu. Mais ce qui est important à souligner, c'est que ce qu'on a souligné, quand on a exhumé donc, le corps de notre maman, on a donc eu accès, parce qu'on a demandé où était le corps de notre frère Philippe, on ne le voyait pas. Et comme par hasard, il y a un corps qui a réapparu quelques semaines plus tard. Et quand il a réapparu, ils avaient oublié que mon frère était décédé d'une balle en pleine tête, suicidé. Donc je ne vais pas entrer dans les détails de la raison de ce suicide. C'était une raison affective, enfin raciste encore, c'est aussi dur que ça soit. Mais ce cadavre n'avait aucun impact de balle. Alors je ne sais pas si c'est en lien avec ce qu'on vient de recevoir, mais il y a des familles qui seraient choquées par cet acte de naissance, parce que une personne décédée, si on demande un acte de naissance, forcément, il y a la mention décédé telle date. Et là, je l'ai sous les yeux, et il n'apparaît nullement que ton frère est décédé. On se demande vraiment, c'est très très inquiétant de voir ce qui se passe aujourd'hui en France. On est dans un état criminel. Et on va voir, en plus de ça, avec le dernier amendement qui a été adopté, un pays qui adopte aujourd'hui pratiquement une logique nazi contre sa propre population. Les mots ne sont pas employés à la légère, je m'en expliquerai largement. On a vraiment un pouvoir criminel à la tête de notre pays, des institutions corrompues, et malheureusement les Français, je ne sais pas jusqu'à quand ils le supporteront, mais en tout cas ils s'en rendent compte de plus en plus, que là, ça inquiète grandement. Ce qui, quand même, moi, me sidère, c'est que à quoi servent tous ces journalistes police-justice qui viennent sur les plateaux télé pour juste nous faire un résumé des jugements rendus qu'on sait pour la plupart d'entre eux remplis de faux en écriture, alors qu'ils devraient être invités en nombre pour pouvoir faire émerger des vérités criminelles qui se passent dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir que les Français doivent se poser la question de savoir si aujourd'hui, là où sont enterrés leurs défunts, il y a vraiment le corps de leurs défunts, puisqu'on a découvert dans ton affaire qu'il y avait tout un réseau pédocriminel qui mettait des enfants qui avaient été abusés via des rituels pédosatanistes dans des tombes
de personnes, même lambda. C'est ce qu'on a découvert. Et c'est ce qu'on a découvert dans ton affaire. Oui. Et ça fait vraiment très très peur. J'ai pas été le seul, parce que quand j'avais souligné donc à Hénin, dans une ville du nord de la France, une famille dans un caveau familial a découvert un corps qui leur appartenait absolument pas, alors ils étaient déjà dans une situation douloureuse, puisqu'ils étaient donc ils étaient présents dans le cimetière pour enterrer un des leurs. Et voilà que, au moment d'ouvrir ce caveau familial, on découvre un corps qui est étranger à la famille. Donc ça, malheureusement, ce sont des faits qui aujourd'hui se banalisent avec le temps, l'actualité, qui n'est pas suffisamment focalisée en termes d'horreur, parce que c'est ni plus ni moins que des horreurs. C'est traumatisant. Déjà, perdre quelqu'un, c'est déjà une souffrance. Mais en plus, si on doit essuyer des situations aussi douloureuses que celle-là, traumatisantes d'ailleurs, c'est plus que douloureux, c'est traumatisant, c'est des choses qui restent gravées dans nos mémoires jusqu'à la fin des temps. Et ça, je trouve ça vraiment très triste. Et puis... moi, quand je vois, parce que là je vais revenir donc sur cet amendement, donc sur juste un point. Oui. Le seul qui a eu le courage à l'époque de t'inviter pour parler de ton affaire, c'était Julien Courbet. Julien Courbet, oui. Dans une émission qui s'appelait, je crois, Sans aucun doute. Où même les médecins experts présents sur place se sont rendus compte que ça tenait absolument pas la route. Et je tiens à rappeler, ça sera l'introduction aussi de cette émission, et j'étais agréablement surpris c'était hier, c'était quand ? Le 5 mai dernier, je mettrai le tweet en lien. Julien Courbet a fait un tweet ce 5 mai où il dit, suite à une décision qu'a prise encore une fois l'État, car suite au cirque sans animaux, où l'État est allé bien sûr à l'encontre du vivant. Moi personnellement, je suis pour les cirques sans animaux, comme je suis contre la corrida. Parce que le respect de la dignité humaine, c'est aussi le respect de la dignité animale. Julien Courbet va dire à la suite de ça, c'est très intéressant, il ne faut rien attendre de l'État, quel que soit le sujet, quelle que soit la personne au pouvoir, ils sont tenus par les lobbies. Le seul vrai pouvoir, c'est vous qui l'avez avec votre porte-monnaie. Quand quelque chose ne vous plaît pas, il suffit de ne pas l'acheter et de le dire. Et j'ai envie de rajouter, c'est pas seulement, pour ma part, votre porte-monnaie, mais aussi notre solidarité. Je pense que face au nombre, cette démocratie qui n'est absolument plus représentative craint le pire. C'est pour ça que j'ai créé ce mouvement, l'Alliance pour la France, afin d'être le nombre pour défaire toute leur magouille criminelle. Mais c'est très intéressant de voir quand même que quelqu'un qui est issu des médias mainstream, qui dit il ne faut rien attendre de l'État. Et c'est quand même un sentiment profond aujourd'hui au sein de notre société, où la majorité des Français se rendent compte que cette alliance entre quelques médias mainstream et surtout avec des politiques corrompus qui dépendent tous de la haute finance, de la criminalité financière qu'aujourd'hui pénétrait toutes nos institutions. Maître Roland Sanviti rappelait récemment que la France est devenue un pays vaincu, que sur les sujets du narcotrafic, on peut parler de la pédocriminalité, on peut parler du trafic d'organes, on voit quand même qu'on a une classe politique extrêmement corrompue, droite et gauche confondues. Enfin, j'aime pas trop le terme parce que moi je crois qu'il n'y a pas de droite et de gauche. Pour moi, le mondialisme, c'est du soviétisme privatisé. Mais là, en l'occurrence, en plus de ça, sur cet amendement, on voit que celle qui est fière de porter le projet n'est autre que la présidente du groupe LFI, Mathilde Panot, au sein de l'Assemblée nationale. Donc on voit très bien qu'il y a un truc qui ne colle pas et qui n'est pas dit à l'endroit de la réalité des réelles causes portées par ce parti. Alors je ne fais pas le procès des LFI parce que j'ai envie de dire cet amendement est passé, donc ça veut dire qu'aussi bien eux que l'opposition sont allés dans le même sens. Mais c'est très important de le rappeler, ça, parce que, comme disait, j'ai retrouvé ça à travers un tweet de Véronique Lévy, qui est très très pertinent, et je vous invite à suivre son compte Twitter. Véronique Lévy, qui n'est autre que la sœur de Bernard-Henri Lévy, qui avait dit avoir regretté que sa sœur devienne chrétienne au micro de monsieur Feu El Kabash. Alors, c'est très intéressant ce qu'elle dit. Elle dit « L'euthanasie s'étend aux, entre guillemets, déficients intellectuels,
eugénisme assumé, imposé puisque la clause de liberté de conscience des soignants a été rejetée. Et ça, c'est très important de le rappeler. La clause de liberté de soignants. La clause de liberté de conscience des soignants a été rejetée. C'est hyper important de le rappeler. Et là, elle dit, le programme Action A-K-T-I-O-N T4 des nazis, nommé, entre guillemets, mort miséricordieuse, est là. Mais on vous dit que c'est démocratique au nom de la dignité. Et c'est vrai que c'est complètement fou de voir ça. Je sais que Claire Fourcade, qui est médecin en soins palliatifs à Narbonne et président de la SFAP, a tweeté aussi dans ce sens qu'il était interdit d'appliquer l'euthanasie ou le suicide assisté aux personnes déficientes intellectuelles. Ça a été rejeté. Là, franchement, on touche le fond et c'est d'une gravité sans nom. Et tu es le premier à m'avoir interpellé là-dessus en me disant « Morad, tu sais que derrière tout ça, en réalité, se cache le trafic d'organes. Vas-y, on t'écoute. Mais de toute façon, c'est vrai que c'est difficile d'aborder un sujet aussi douloureux qu'est le trafic d'organes parce que je pense qu'on est encore des enfants qui découvront, enfin, on est dans une forme d'apprentissage. Alors que nous avons en face de nous vraiment des experts, des gens qui œuvrent dans ce sens depuis des lustres. Et je pense que aujourd'hui, je me dirais que même, est-ce que les guerres, l'objectif final des guerres n'est pas vraiment, comme ça s'est passé au Kosovo, se servir sur la population au niveau des organes. On le voit également avec la Palestine, parce que malgré les horreurs qui se passent là-bas, combien de Palestiniens ont fait les frais de trafic d'organes dans ce pays? Et on se dit, mais quelle est la raison réelle de ces guerres, puisqu'ils ne perdent pas le Nord? Si la guerre était pour une question de territoire, pour une question d'intérêt, je ne sais quel type d'intérêt, mais là où ça pose question, c'est que systématiquement, il y a des personnes qui disparaissent et il y a des personnes qui disparaissent pour des raisons de trafic d'organes. Et quand je vois, ne serait-ce que même l'affaire de l'Arche de Zoé, par exemple, quand on voit cette association qui est née à partir du tsunami, parce que leur naissance a pris là. C'est comme s'ils avaient été missionnés, et ce que j'ai observé, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des séismes, qu'il y a des tremblements de terre, qu'il y a des catastrophes dites naturelles, systématiquement, quand il y a des ONG qui arrivent sur place, il y a une quantité de personnes qui disparaissent, et c'est toujours dans le même objectif, trafic d'organes. On regarde également les migrants en France. Quand ils viennent sur le territoire, qu'importe là où ils veulent aller, encore une fois, c'est une quantité de personnes qui vont disparaître. On va vous dire que tant de migrants se sont noyés, donc ça veut dire qu'on a le nombre de corps, mais les corps ne retournent pas aux familles. Le seul qui retourne à sa famille, c'est un petit garçon qui avait donc ému une photographe et qui a fait circuler sa photo. Et c'est là où ce petit garçon, soudainement, a eu un nom. Il a eu une identité. Ses parents ont été reconnus. Et donc, il a eu une sépulture digne de l'humanité, qui représente vraiment, qui est en accord avec l'humanité. Parce que ça fait partie de nos traditions, ça fait partie de nos us, c'est dans notre chair. On a besoin de pouvoir se recueillir, on a besoin de pouvoir faire le deuil, on a besoin, et ça fait partie. C'est un processus de deuil. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est pour en revenir aussi à cette loi cet amendement, cette loi sur l'euthanasie. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'a un peu et qui fait contresens, parce que grâce à toi, on va le découvrir. C'est que le journal Le Point avait quand même eu l'outrecuidance de faire un article qui s'appelle, avec pour titre « L'euthanasie permettrait d'économiser 1,4 milliard d'euros par an ». Alors, quel Français ne peut pas être choqué devant un tel titre, parce qu'on se rend compte que nos vies... c'est chiffré. Voilà, c'est une quantification pécuniaire, c'est rien plus que de ça. Donc là, quand même, ça pose des questions, ça fait extrêmement peur. On se suit avec un dénommé l'Observateur Q2 sur Twitter, et j'ai trouvé son tweet très pertinent. Et ici à Twitter, à CNexus, on aime citer
aussi des anonymes, des gens issus de la société civile, parce que tous les avis comptent, hein. L'avis des Français, il y a tellement peu qui y tiennent compte, alors que moi, je préfère leur avis parce que je préfère le réel. Donc j'ai beaucoup aimé sa formulation. Son tweet, j'ai retrouvé un de ses tweets qui datait de novembre 2022, qui dit exactement ce qui se passe. Alors il dit « L'euthanasie, appelée aide médicale à mourir, efface le caractère sacré de la vie humaine, l'appropriation administrative de la fin de vie, abolit la différence entre l'humain et l'animal d'élevage, le calcul de temps de qualité versus le coût de maintien ont déjà commencé. » Franchement, ça pose question, et c'est toi qui m'as dit, tu sais Morad, en fin de compte, on l'a vu dans ton affaire, ils ont pu prélever les organes de ta maman, parce que sur le plan médical, les organes ne peuvent être prélevés que sur un être humain en état de mort cérébrale ou encéphalique. Bon, donc entre le moment où l'organe est prélevé et le moment où il est greffé, il ne faut pas dépasser 3 ou 4 heures. Bon, c'est ce que reconnaissent les médecins. Et donc, c'est un aspect qu'il faut rappeler aux gens, puisque quand tu m'en as parlé la première fois, je me suis dit, je vais regarder ce qui se fait à travers le monde. Au Canada, il y a eu un article qui est sorti, qui fait froid dans le dos, qui dit que les médecins canadiens prélèvent des organes sur plus de 10 000 patients euthanasiés par an. C'est quand même, ça c'est le chiffre un peu plus qu'on a découvert. Qu'est-ce qui se cache derrière? On se rend compte qu'il y a un véritable business. En ce moment, en Belgique, aussi, il y a eu des prélèvements d'organes qui ont été constatés suite à ces lois sur l'euthanasie, à l'insu des familles et bien sûr du grand public. Il se passe la même chose aux Pays-Bas, où actuellement la société civile hollandaise est très remontée contre les autorités et commence à demander des comptes. J'ai dit Canada, et puis en Espagne, où tout récemment ont été révélés via des articles de presse à travers des médias alternatifs espagnols, qu'il y avait un trafic d'organes qui était de plus en plus organisé dans les hôpitaux suite aux personnes euthanasiées. Et donc, comment ça se fait qu'en France, mon cher ami, on n'en parle pas? Alors, tu vois, c'est intéressant, ce lien de cause à effet que tu exposes à travers donc, cet amendement et les conséquences de l'amendement. Et moi, je vais refaire un pas en arrière, parce que ça, on va dire, c'est une montée dans l'horreur, cet amendement, mais un peu avant, la première marche qui a été franchie, à mon sens en tout cas, c'est cette loi Touraine. Et aujourd'hui, je reviens, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ont écouté cette émission, qui ont posté des petits commentaires disant « mais oui, je vais donc remplir ce document pour dire que je ne suis pas donneur ». Parce qu'aujourd'hui, cette loi Touraine, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que chaque Français, ses organes appartiennent à l'État. Et si on ne veut pas, il faut donc remplir un formulaire pour dire « je refuse ». Alors, c'est pas ça qui va donc faire qu'on ne sera pas donc prélevé, parce qu'en plus, dans l'urgence, le médecin, il a le droit de prélever. Et là où je vais surprendre tout le monde, aujourd'hui, ma position est la suivante. C'est que si j'ai un conseil à donner à chaque famille, et écoutez bien ce conseil, je dirais, quand vous rentrez à l'hôpital, même pour une simple appendicite, c'est de dire au médecin que vous n'êtes pas donneur, et que s'il vous arrivait quoi que ce soit, non seulement il y aura une autopsie, et qu'il aura à répondre si des organes sont manquants dans le corps. Et là, c'est la seule façon de faire en sorte que l'opération se passe bien. Parce que quand vous avez un médecin qui a cette opportunité de faire soit un commerce, soit de vous déclarer décédé, c'est-à-dire de faire une erreur médicale en disant ça arrive, il est mort, on ne sait pas pourquoi, il n'a pas supporté l'opération. Même aussi bénigne, aussi petite qu'elle soit l'opération, le risque, il est présent. Et donc, parce qu'il y a ce risque, mais le risque, il est 2 fois plus important, parce que dans le risque, il y a cette possibilité, malheureusement, que l'opération se passe mal, dans l'objectif, justement, d'alimenter ce commerce. Et aujourd'hui, cette loi Touraine, c'est ce qu'elle fait. Et quand on va maintenant un niveau plus haut, on tombe donc sur cet amendement. Et cet amendement, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'avec l'euthanasie,
donc cette fin de vie qui est une mort dite naturelle, ce qui est hallucinant, c'est pas une mort naturelle. Je rappelle quand même qu'il y a des gens qui se sont retrouvés à l'hôpital en état de mort clinique, on va dire, et puis finalement, parce qu'on a attendu un petit peu, on les voit qu'ils ressuscitent. Et finalement, ces personnes-là, c'est des personnes, avec cette loi Touraine, on aurait pu donc leur prendre leurs organes, alors qu'en réalité, ils n'étaient pas morts. Et en plus, il y en a combien comme ça? Il y en a beaucoup. Mais la loi de l'euthanasie, c'est la même chose. Pour moi, on ne peut pas forcer. C'est-à-dire qu'il faut laisser la vie partir d'elle-même. C'est-à-dire que quand on est croyant, quand on a la foi, c'est pas quelque chose... il ne faut pas se donner la capacité de faire ça. Il y a un médecin, je peux comprendre que c'est contre leur morale, parce qu'ils ne se sont pas engagés pour écourter les vies, mais au contraire, les prolonger. Et c'est là où c'est une contradiction avec leur fonction. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas la majorité des médecins qui vont dire on est pour l'euthanasie. Et quand on voit que des personnes, tout comme avec le Covid d'ailleurs, c'est quand même des politiques qui n'ont pas fait médecine, c'est eux qui dictent aux médecins ce qu'il faut faire ou pas faire pour soigner les gens. Et ça s'était jamais vu. Et vous voyez donc, on est en train dans une montée d'escalade qui devient de plus en plus dramatique. Et le plus dramatique, c'est que nous acceptons tout ça. Et c'est pour ça qu'il y a un message, un mot que j'aime bien. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mourad, tu vas me le dire. C'est cette phrase qui dit que les dernières grandes batailles, la dernière grande bataille n'aura pas lieu sur les champs, mais elle y aura lieu dans l'esprit des hommes. Je trouve ça formidable. Parce que aujourd'hui, finalement, c'est pour ça que je remercie Nexus d'ailleurs, parce que je me dis, ce que nous faisons là actuellement, c'est justement, c'est un entraînement, c'est une formation, qui permet à chaque esprit de s'ouvrir, de grandir et de ne pas être naïf devant des situations qui pourraient donc nous coûter cher, notamment quand on rentre à l'hôpital. Beaucoup de gens ont confiance, même si aujourd'hui on sait que ça s'est dégradé terriblement, puisqu'on me dit que les hôpitaux sont extrêmement sales, qu'il n'y a plus de personnel, que les attentes sont extrêmement longues, qu'on hésite, alors qu'on est en état d'urgence, à aller à l'hôpital. Il y en a qui préfèrent mourir chez eux, parce qu'ils se disent quand même c'est plus digne. Mais ce qui nous arrive actuellement, c'est catastrophique. Mais si vous regardez ce que j'avais dénoncé il y a 15 ans en arrière, cette situation, je l'avais décrite, j'avais bien précisé que ce qui se passe dans les hôpitaux aujourd'hui, je l'avais prévu. Parce que on ne peut pas accepter ce qui s'était passé avec ma maman par les médecins sans qu'il y ait ces conséquences aujourd'hui. Il y a un moment donné, il faut choisir son camp. Soit on est, je ne vais pas dire humanitaire, on est quelqu'un qui respecte la vie dans tous les sens du terme. Et si on respecte la vie, si on est pour vraiment que la vie, elle soit... respectable à tous les niveaux, il faut aussi une justice. Et la justice, elle est où devant tout ça? On a l'impression qu'elle est absente, qu'elle cautionne tout ça. Parce que dans mon cas de figure, effectivement, quand on parle des 15 000 € d'amende, juste parce qu'on demande un ADN qui nous a été donc présenté par le juge, et ça a été toujours... avec cet élément qui nous ont tenus en échec dans les procédures judiciaires. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? Par le biais d'un expert, où personne ne peut contester, on découvre que l'ADN, il est absent. Et quand on demande cette pièce, juste cette pièce, qui pourtant est un élément factuel, qui nous permettrait donc, en tout cas, d'avancer dans le sens de la vérité dans ce dossier, voilà qu'on est condamné à 15 000 € d'amende. Et cette amende record... Elle a du sens en réalité. Et ce sens, condamné c'est au nom du peuple au français. nom du peuple français. Mais c'est-à-dire que cette magistrate, cette criminelle en robe noire, parce que c'est comme ça qu'on peut la qualifier, oui. Je reste très poli à l'endroit de cette criminelle en robe noire, elle le fait au nom du peuple français. Nom du peuple. Et ça, les Français ne le savent pas. Voilà ce qui est fait en votre nom. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les victimes sont criminalisées. Et c'est toujours la même technique qui est employée par les pédomagistrats, les criminels en robe noire, c'est de condamner les victimes alors qu'ils demandent leur bon droit et de manière circonstanciée et réfutable, et de créer des créances, c'est-à-dire que de vous paupériser, c'est-à-dire de vous mettre dans la misère sociale et économique
pour protéger leurs amis criminels qui ont en l'occurrence là sont dans le trafic d'organes. C'est quand même intéressant de voir à quoi on est réduit aujourd'hui la justice française. Hein. Mais alors je ne sais pas si on peut dire le mot réduit, parce que là on découvre, on se dit réduit parce que c'est ignoble en réalité. Mais pour ma part, aujourd'hui, je pense que l'intérêt, le gain est tellement fort pour eux, on parle de lobby, dans ce sens-là. Je pense aujourd'hui que le trafic d'organes, il y a les enfants, il y a la pédocriminalité, mais il y a aussi le trafic d'organes. Et ça, c'est vraiment, pour moi, le sommet du sommet. Et quand on commence à raisonner dans ce sens, je pense que c'est la seule façon, on va dire, de sauver notre peau. Quand vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple très fort. Il fut un temps, du temps de Mitterrand, quand on lui avait décelé donc une maladie, ça a fait scandale. Pourquoi ? Parce que le médecin, il est tenu au secret médical. Aujourd'hui, le secret médical, on ne sait même plus ce que c'est. C'est-à-dire qu'encore heureux que nous, les anciens, on est capable de vous dire que le secret médical, c'était important. Aujourd'hui, avec le Covid, depuis le Covid, eh ben, on doit savoir ce que vous avez comme maladie, on doit savoir... On veut tout savoir. Votre dossier, il est placé sur la place publique. Même les dossiers de tous les patients aujourd'hui, ils sont donc en ligne, sur Internet. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de savoir d'avoir votre dossier médical. Et ça, je trouve ça extrêmement grave. Mais la raison, c'est quoi le côté pervers d'avoir donc son dossier médical en ligne ? C'est qu'on peut savoir si vous êtes compatible ou pas. C'est ça l'avantage. Et c'est comme ça qu'il y a des gens, pour moi, je pense, qui disparaîtront, qui disparaissent aujourd'hui, pour cette raison précisément. C'est qu'on sait tout de suite si la personne est compatible. La recherche, elle est rapide. Aujourd'hui, avec Internet, quand tout est archivé, on est capable d'accéder à toutes vos données médicales. Et ça, c'est extrêmement grave. Moi, je trouve... D'ailleurs, il y a un pays, je crois que c'est en Philippines, il me semble, quelque chose comme ça, où ils ont mis en ligne, justement, les dossiers de leurs patients. Et comme par hasard, ils ont eu une attaque qu'on s'appelle informatique. Et tous les dossiers ont été donc piratés. Oh, formidable, incroyable. Mais en France, on n'en parle pas. Et ils ont même peut-être besoin de les pirater. Peut-être que ça marche avec eux. Donc, quand je vois ça, je me dis c'est quand même très fort tout ça. Voilà. Donc, je sais pas. Alors, je regarde encore quelque chose que dans les dossiers, parce que dans tous les dossiers qui parlent du trafic d'organes, aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux. Il faut quand même souligner que nous, la famille Kabyle, on a été donc, on va dire, pionniers dans ce sens, parce qu'on était les premiers à dénoncer et parler du trafic d'organes en France. Ce qui nous a donc, et ce qui me surprend aujourd'hui, sans me surprendre d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, ce sujet est banalisé. Il est banalisé avec le dossier de l'affaire Descartes. Il est banalisé avec le dossier des attentats de Nice. Quand on voit donc toutes ces familles qui non seulement sont dans une souffrance, et le peu de familles qui ont donc été plus ou moins éveillées, qui ont posé des questions pertinentes, elles ont donc, et je relis encore, c'est dans ce dossier-là, parce que le dossier il est là, regardez, vous voyez, donc dans les attentats de Nice, ce que je relève, et donc tout le monde peut le trouver, hein, c'est sur Wikipédia, ce que j'y découvre, donc dans une page, on vous dit 1 an et demi plus tard, les tests d'ADN révèlent aux 5 familles demandeuses que les organes pourtant sous-scellés n'ont pas été conservés correctement. Non seulement aucun ADN n'est identifiable, mais la plupart des organes ne sont plus différenciables les uns des autres d'un point de vue anatomique. C'est-à-dire que finalement, ces familles, lorsqu'elles ont demandé le test d'ADN pour savoir si les organes qu'on allait leur donner pour une nouvelle fois, qu'on s'appelle enterrer une partie de leur défunt, une autre partie de leur défunt, eh ben, on leur a dit, on n'est pas sûr que c'est le bon, on ne sait pas ce qui se passe, on ne peut pas vous donner la garantie que ce que vous allez mettre en terre, ça vous appartient. Mais c'est gravissime. Et 1 an et demi, c'est rien, en réalité, pour conserver des organes. Surtout que c'est mis dans des matières, des liquides qui sont là pour ça, pour conserver. Et logiquement, on est en capacité de conserver ces organes 2 ans et demi. Donc 2 ans et demi, et là on est à 1 an et demi, on est en dessous
vraiment de la date du temps qui est accordé pour préserver les organes. Voilà. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Non, moi ce que je voulais d'abord rapporter, et ça fera l'objet d'une émission spéciale, c'est qu'effectivement, pour moi c'est acté, hein, on est dans un état où l'institution est corrompue, où l'institution cause vraiment problème. Donc ici, j'ai le dossier, comme je vous l'ai déjà indiqué, de ce qui s'est passé à Nice, concernant le trafic d'organes que tu viens d'évoquer, très justement. Donc moi, à partir du moment où... donc ça, c'est pas à travers un attentat terroriste, l'État, c'est-à-dire l'institution judiciaire, policière et l'exécutif, hein, c'est-à-dire la présidence de la République en l'occurrence, s'organise pour faire des prélèvements d'organes à l'insu des familles. Je parle de victimes d'attentats terroristes, et qui plus est, parce que tu l'as découvert là à travers un article, reconnaît que dans les organes qui ont été remis... Oui, remis. Ils sont pas sûrs que c'est les bons. On n'est pas sûr que ce soit les bons. Donc voilà, la messe est dite. Ceux qui veulent continuer à croire que Macron, l'institution judiciaire, même policière, est au service des Français, bon, c'est votre droit. Voilà, là on a la preuve matérielle, irréfutable, que nous sommes bien dans un état criminel qui joue contre l'intérêt de la population française, parce que là on touche le fond du fond, hein, aller profiter de la souffrance de familles victimes d'attentats terroristes. Voilà, vous êtes le degré zéro de l'humanité. S'il y a des magistrats en interne qui veulent se révolter, qu'ils le fassent savoir, ainsi que les policiers. Je crois savoir qu'il y a de plus en plus de démissions d'ailleurs dans ce sens, tellement aujourd'hui ils servent un État criminel et eugéniste. Ça c'est important de le dire et de le rappeler, et je dis par avance que je n'ai absolument pas peur de vos mesures de rétorsion criminelle et lâche. Je rappelle que l'homme qui vous parle en ce moment, tout comme Thierry d'ailleurs, nous sommes fichés S. Il y a un point qui est important qui m'interpelle. Je rappelle que le Conseil scientifique indépendant, que je salue, avait déjà fait état de cette histoire que tu évoquais sur le fait que on n'avait plus la main mise sur nos propres dossiers médicaux, puisque par le biais du docteur de Chazourne, si mes souvenirs sont bons, il était paru un texte où l'État effectivement était devenu propriétaire des données individuelles de tous les patients, donc il y avait une totale négation du secret médical, le reniement du serment d'Hippocrate. Je salue par ailleurs les médecins qui sont regroupés avec Louis Fouché justement pour faire le pendant à tout ça et rappeler les valeurs réelles du monde médical. Éric Loridan tout récemment a fait aussi un tweet dans ce sens où on demandait aux médecins de faire ce qui était contraire à leur déontologie. Et puis on voit de plus en plus l'utilisation des données à des fins économiques, politiques et assurantielles. Et ça, je veux vous mettre là, vous allez entendre docteur de Chazourne, donc je me permets de vous le faire écouter. Ça dure pas très longtemps, ça dure 53 secondes. Voilà. Oh. Alors, grâce et par cet article 47, finalement, l'État devient de fait propriétaire des données individuelles de tous les patients. C'est donc finalement la négation totale du secret médical et le reniement finalement du serment d'Asclépios. Et c'est en plus donner la possibilité d'utilisation de ces données à des fins économiques et surtout politiques, assurantielles. C'est-à-dire que ces données de santé, si elles vont dans la besace de votre assurance, il est évident que peut-être votre prime d'assurance augmentera à votre insu en disant « Ah, mais j'ai vu que… » et vous risquez de me coûter un peu cher, donc vous serez bien aimable d'accepter cette petite augmentation de votre contrat d'assurance. Voilà, article 47,
article 47 de la loi santé. Vous êtes prévenus. Alors, je dis aux Français que c'est quand même assez étrange parce que vous avez la chance aujourd'hui, en France, qu'il y ait autant de femmes et d'hommes qui se mobilisent pour faire connaître la vérité et la véracité. Hein, c'est très important. Et c'est là où, parfois, je suis même inquiet de ceux qui se congratulent de se dire résistants ou dissidents. Enfin, vous faites que commenter ce qu'on sait déjà tous. Donc, prenez le parti des Français, prenez le parti des citoyens français, prenez le parti des innocents, prenez le parti justement de toutes ces femmes et ces hommes que ce pouvoir politique est en train de comment dire, non seulement de criminaliser, mais d'assassiner. Nous sommes témoins de l'assassinat de masse des Français. L'état criminel auquel ce pouvoir, qui consiste à, on met la main sur nos enfants, on met la main sur nos données médicales, on met la main sur nos organes, on met la main sur nos choix de vie, on met la main sur notre désir de vie ou de mourir. Je ne sais pas, à un moment, quand vous entendez une affaire comme l'affaire Kabyle, ça fait 24 ans que cette famille ne sait pas où sa mère est enterrée. Et d'ailleurs, il est mon frère. Il est ton frère, puisque on voit que il est vivant d'après eux. Il est vivant d'après l'acte de santé, alors qu'il est décédé, bien décédé depuis 1989. Nous sommes aujourd'hui à un tel niveau de corruption. Corruption qui est assurée par ce jeu du cirque entre ces fausses oppositions. Il n'y a pas de RN, il n'y a pas de LFI. Tous ces gens sont d'accord. Voilà. Tous ces gens, d'ailleurs, sont à l'origine de ce projet de loi, de ces amendements, même si certains ont été rejetés. Comment se fait-il, à un moment donné, il faut se poser la question quand même, que dans cet amendement, le fait de bénéficier de tout son jugement pour demander la mort a été rejeté. Dans la même logique, cet amendement vise à empêcher les pressions sur les patients pour l'euthanasie. Ça a été rejeté. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'est même pas possible à des psychologues et des psychiatres d'être en contact avec la personne qui choisirait, entre guillemets, cette fin de vie. On voit que c'est l'eugénisme à tout niveau, c'est-à-dire sans consentement des patients. On l'a vu dès la première vague Covid d'ailleurs. Il n'y a pas seulement l'économie de lits d'hôpitaux, on élimine les supposés parasites de la société, les sans-dents, comme dit si bien François Hollande. Et je ne vais pas faire la litanie de tous les propos qu'a tenu ce raciste de président qui est Emmanuel Macron. Je rappelle qu'il qualifie les gens d'origine de bougnols et de crouilles, de rabzouz, et les gens d'origine africaine de mamadou. Je tiens à rappeler que, et ça c'est très important, que le fait que tu sois antillais mais français a une circonstance extrêmement lourde parce que l'État français a toujours criminalisé les Antillais, Guadeloupéens ou Martiniquais, voire même aussi les Guyanais, du fait de leur opposition farouche au travers de leur acte criminel. Et je renvoie comment ça s'est passé avec le cancer aujourd'hui qui tue une grande partie de la population antillaise, chlordécone, dans la culture des bananes, où l'État français, à ce jour, ne veut toujours pas indemniser les Antillais qui ont été... c'est un assassinat de masse. Je pense qu'être antillais, c'est assez fou. Moi, je dis ça avec beaucoup de recul, mais c'est incroyable comment ce pouvoir, cette grande majorité des magistrats et des magistrates haïssent à ce point les Guadeloupéens, les Martiniquais. D'ailleurs, on voit qu'ils n'ont pas cédé pendant le Covid. On voit qu'actuellement, ils ne cèdent pas contre la vie chère. C'est l'honneur de la France. Ils sont l'honneur de la France, mais ils cognent dessus comme des dingues, quoi. Et regarde, toi, je pense que à travers cette magistrate, cette criminelle en robe noire, elle a vu, je pense, ce sentiment naturel de révolte, de liberté et de justice qui est en vous pour vous coller une amende aussi dingue, quoi. C'est vrai, mais tu vois, mais finalement, on devrait
je pense, remercier, on va dire, ce comportement enfin, de la France, parce que c'est ce comportement qui est vraiment odieux, qui fait qu'on est obligé de se fortifier. Et aujourd'hui, pour moi, les Antillais sont un peuple fortifié, c'est un peuple fort, qui est devenu fort grâce à toutes ces attaques. Et si aujourd'hui, ils ont été épargnés par la vaccination massive aux Antilles, c'est bien par rapport à toutes ces attaques précédentes que tu as citées, notamment le chlordécone, le comportement odieux, c'est-à-dire ce produit qui était interdit en métropole et qui était donc autorisé, qui a été autorisé uniquement sur les Antilles. Comment vous ne voulez pas penser que cet acte est un acte criminel? Et ces mêmes personnes qui viennent vous dire, voilà, on va vous donner un vaccin, il est gratuit. Mais c'est des gens comme ça, vous ne pouvez rien accepter de leur part. Ça fait penser à Blanche-Neige avec la sorcière qui vient avec sa pomme empoisonnée. C'est la même chose, c'est du même ressort. Et c'est pour ça que quand je vois, pour moi, donc... ce peuple antillais aujourd'hui avec cette force, eh ben, on a envie de dire merci à cette France, merci de nous rendre forts et merci parce que c'est également toutes ces attaques, toutes ces injustices qui sont multipliées avec le temps qui a donc constitué ce qu'on appelle donc le BRICS. C'est-à-dire que tous ces pays qui ont été donc des victimes de l'Occident aujourd'hui se sont regroupés en un État qui est extrêmement fort derrière une structure qu'on appelle le BRICS. Et je pense que la défaite, pour moi, de l'Occident, elle vient de là. Elle vient de ce nombre d'injustices qui s'est multiplié avec le temps et qui n'a jamais trouvé une voie noble, c'est-à-dire celle de rendre la vraie justice aux victimes. Aujourd'hui, moi je le vois bien dans ce dossier qui est celui de ma maman, quand je vois ces 24 ans de combat, quand je vois le comportement de la justice, je vois bien que, en réalité, ce serait honorable pour la France, d'autant plus que on parle d'un pays dit des droits de l'homme. Comment ce pays dit des droits de l'homme peut avoir des dossiers aussi lourds qui accablent la France au niveau de la justice? Et enfin, c'est pas honorable. C'est surtout le pays où ont été écrits les droits de l'homme. En plus, c'est pas le pays où s'appliquent les droits de l'homme. Mais on a fait un amalgame avec ça, en laissant croire que c'était le pays des droits de l'homme. Bon, on voit bien qu'aujourd'hui c'est faux. Ça a été écrit, certes. Mais attends, c'est reconnu. Au niveau international aujourd'hui, la France fait partie des pays les plus corrompus au monde. Et oui, avec une justice extrêmement corrompue. Je parle même pas des magistrates aux affaires familiales et des enfants. Là, qui, avec ces structures criminogènes que je dénonce depuis 2017, l'ASE permet, par leur jugement inique et arbitraire, à ce que des enfants se retrouvent dans des familles où ils vont être violés, où ils vont être coupés même des soins qu'ils avaient au préalable. Il y a même aujourd'hui une volonté de la part de certaines magistrates de placer des enfants qui ont le cancer. C'est-à-dire que ce pays est devenu... alors qu'on le chérit, immorale, la lie de l'humanité, avec un pouvoir central et des médias, des rédacteurs en chef qui, du matin au soir, nous brassent l'idée que c'est le pays le plus vertueux du monde. Aujourd'hui, c'est le pays qui massacre le plus sa population. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que les tentatives de meurtre instituées par l'État, en l'occurrence, il y en a un qui me tient à cœur et j'espère je ferai une émission spéciale là-dessus, c'est sur le Rivotril. Moi, je reste persuadé que tous les vaccinés seront demain à marcher et useront d'une ultra-violence contre ce pouvoir lorsqu'ils vont se rendre compte, parce que ça a déjà commencé, du nombre incroyable, et surtout chez leurs enfants, que ces vaccins ont fait. Il ne faut jamais oublier quand même que nous sommes le seul pays, le premier pays au monde à avoir fait des auto-attestations contre sa propre population. D'ailleurs, l'ancien préfet de police, M. Lallemand, s'en gargarisait en disant on va voir, vous allez voir ce que vous allez voir, on va vous obliger à signer un papier pour sortir de chez vous. Enfin, on s'auto-flagellait, on nous a criminalisés dans ce sens-là. Je tiens à rappeler que tous les responsables de ces injections, et en premier chef Emmanuel Macron, le raciste, j'insiste sur ce point, et je regrette que
quand je vois, c'est à mourir de rire, des gens d'origine lui courir après pour faire un selfie avec lui, c'est le comble du paradoxe. Mais enfin, je tiens à rappeler que tous ces responsables, dont en premier lieu Emmanuel Macron, nous ont obligé ces vaccins par extorsion de consentement et menace de ségrégation sociale, avec l'aide de magistrates, les mêmes magistrates qui ont massacré les Gilets jaunes et tous les mouvements sociaux, et ainsi que les lanceurs d'alerte, que je qualifierais plus comme les lanceurs d'avenir, dans notre pays, à se demander s'il n'y a pas, parce que c'est ce que m'avait dit Feu, une amie magistrate qui est décédée maintenant, il n'y aurait pas une caisse noire les concernant, parce que pour faire autant de saloperies à l'endroit du peuple, au nom du peuple, je me demande si ces gens ne sont pas rémunérés à une hauteur assez délirante. Alors, pourquoi ? Parce que les vaccins, entre guillemets, parce que nous avons vendu ça comme vaccin, anti-Covid à ARN modifié, et c'est ce que rappelle Corinne Lalo. Et alors, on disait vaccin, alors que non, c'était anti-Covid à ARN modifié et nanoparticules lipidiques synthétiques, alors c'est ce qui prouvait que c'était de la thérapie génique, qui a été utilisée sur les humains en phase de cancer. Oui, et puis on a servi de cobaye. On a tous servi de cobaye et puis pour enrichir les labos et les actionnaires. Donc ils ont clairement menti, tous ces criminels. Et je pense que nous allons vers un... Comment on appelle ça ? Quelque chose qui va... Je pense que cette histoire d'euthanasie, grâce à toi, grâce à cette perception que l'on en a, où en vrai il faut voir que derrière c'est du vol d'organes organisé au plus haut sommet de l'État, avec l'aide de tous les partis politiques actuellement en présence. Je rappelle que nous sommes dans une logique purement lucrative, parce que quand le point dit qu'on va économiser de l'argent, en réalité ces gens vont se faire beaucoup d'argent, tous ces réseaux criminels via les vols d'organes. Moi j'invite, on peut me dire ce qu'on veut, mais invitez Thierry Cabil, faites état de l'affaire Cabil. Moi je ne comprends pas qu'une fois qu'on a connu ce type d'affaires, on puisse encore se poser des questions sur le fait que, comment ça se fait que l'affaire Cabil ne soit pas portée au niveau national et qu'elle fasse débat. Parce que combien de familles, dans ton cas, c'est pour ça que je pense que la matrice judiciaire criminelle met autant de moyens pour te détruire toi et ta famille, parce que justement vous tenez tête et vous persévérez dans la recherche de la vérité. Et ça, c'est tout à votre honneur. Et je tiens à rappeler quand même que comment ça s'appelle, que dans cette histoire aussi de vaccins, j'aime beaucoup citer le docteur Patrick Guérin, qui rappelle que l'enjeu de la mRNA comme vaccin, plutôt que le nommer véritablement et honnêtement thérapie génique, qui est d'éviter de lourdes mais prudentes études pour l'enregistrement. De là, l'absence d'études de carcinogénèse, d'embryoxyticité notamment, de cette légèreté, les drames observés. Et ça, c'est très important parce que les Français, je pense qu'ils vont découvrir d'ici peu que l'injection du mRNA protéine Spike, une seule protéine sur 4, je le rappelle, amorce une réaction immunitaire déséquilibrée qui, lorsque l'organisme recroise un SARS CoV-V2, dorénavant endémique, détruit les tissus expérimentaux, les tissus exprimant cette spike, et donc c'est pour ça qu'on a vu des faits sociétaux, comme récemment, pourquoi je fais le lien avec, vous allez comprendre, l'euthanasie. Récemment, l'actrice Katharina Pavlek, qui a joué dans le dernier Tarantino, a choisi le suicide assisté en Suisse, parce qu'elle souffrait justement d'encéphalomyélite myalgique qu'elle attribuait au vaccin Covid. Et dans la notice Pfizer, cette pathologie apparaissait bien dans la liste des effets secondaires. C'est pour ça que je vous dis qu'il se prépare un boom. Vous entendez Emmanuel Macron ? Un boom. Là, vous êtes allé, c'est tout votre système, votre faux système, votre jeu d'acteurs avec tous cette classe politique cooptée, choisie par la criminalité financière, par la criminalité financière, parce que c'est eux qui sont au-dessous et qui gèrent tout. Vous n'êtes que leurs marionnettes.
on est en train de réaliser que là, c'est le coup de trop. Hein. Et Mathilde Panot, qu'elle arrête de jouer la carte humaniste, ainsi que les gens des LFI. En tout cas, ce qui a été défendu là, dans le cadre de cet amendement visant à s'assurer qu'un patient qui sollicite une euthanasie, le fait de son plein gré, était rejeté, on est dans le nazisme et dans l'eugénisme. Alors, ça paraît être un grand mot, et je reste très poli dans les termes que j'emploie. C'est pour ça que j'aime bien citer au bon tweet français, qui disait récemment « Tous les abrutis qui sont ravis de l'adoption des textes sur l'euthanasie au nom du droit à disposer de son corps du début à la fin de sa vie, mais qui voulaient absolument que tout le monde se vaccine à ARM, vous êtes des connards et des connasses et je vous emmerde. » Eh ben c'est un peu ce que ressentent énormément de Français aujourd'hui, parce que qu'est-ce qui se passe à travers ce projet ? On voit qu'il y a un amendement, mais je suis quand même un truc quand même assez fou. Un amendement qui a été rejeté, qui s'assurait que le demandeur ne fasse l'objet d'aucune pression, qu'elle soit financière, sociale ou en provenant de son entourage. Cet amendement a été rejeté. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On va pouvoir se débarrasser là des pauvres, des handicapés, des personnes âgées, des malades, comment on appelle ça, s'en prendre à quelqu'un parce qu'il est trop vieux, parce qu'il a un interdit bancaire, tout ça sera plus illégal. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans notre cher pays, la France. Et je te remercie en tout cas de m'avoir, sensibilisé et alerté sur le fait que se cacher derrière tout ça, en réalité, le trafic d'organes. Je te laisse reprendre là où tu en étais, et je conclurai moi bien après sur le Rivotril et ce pseudo merveilleux candidat pour la prochaine présidentielle que c'est Édouard Philippe, l'homme qui a organisé l'assassinat au Rivotril. Donc j'en parlerai juste après, mais je sais que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à... les enfants, parce que tu as parlé des enfants, sur les enfants, avec les placements, avec ce marché invraisemblable, l'euthanasie. Et en parlant des enfants, moi je rappelle, ça semble comique, mais c'est dans le nord de la France, du côté de la Bretagne, c'est pas le nord, du côté de la Bretagne, c'était un boucher qui s'est reconverti en accueillant des enfants de l'ASE. C'est-à-dire que finalement, c'était plus rentable pour lui d'accueillir des enfants de l'ASE que de tenir sa boucherie. Et finalement, je parle de ça parce que quand on voit et qu'on sait, et je sais que c'est un sujet qui te touche beaucoup, Morad, les enfants abusés en France, on a vu qu'il y avait 400 par jour. 400 par jour, 160 000 par an, c'est des chiffres officiels. Et je rajoute qu'aux assises, il n'y a que 3% des pédocriminels arrêtés qui passent aux assises. Ça veut dire qu'il y en a 97% qui se baladent aujourd'hui dans les rues de France et qui sont à la recherche d'enfants innocents qui guettent l'éventualité de choper les enfants des Français, parce qu'ils savent par avance qu'ils sont dans une impunité totale. Et pour conforter ce que tu es en train de dire, c'est que quand on sait qu'un enfant en France est abusé toutes les 3 minutes, qu'il y a eu récemment un article qui parlait donc d'enfants abusés en Afrique. Alors l'Afrique, un enfant abusé toutes les 30 minutes. Et on a qualifié ça de crime de l'humanité. C'est-à-dire qu'un enfant abusé toutes les 30 minutes en Afrique, c'est un crime de l'humanité, mais c'est un petit peu comme l'amende civile que j'ai reçue, qui est démesurée. C'est quoi un enfant abusé toutes les 3 minutes ? C'est une catastrophe planétaire, parce que il se trouve que les enfants, c'est l'avenir du pays. Et que lorsqu'il n'y a aucune justice pour ces enfants qui sont abusés, aucun adulte pour venir secourir, et pire, ce sont des adultes qui pratiquent ces choses-là, et bien finalement, comment vous voulez que ces enfants entrevoient un avenir dans un pays aussi injuste que ça ? Après, on s'étonne de voir une multitude de délinquances. C'est normal. Et cette délinquance, elle est normale parce que ce sont ces enfants qui ont été abusés qui un jour retrouvent des postes comme ministres, comme président,
comme tout ce que vous voulez, parce que tous les gens qu'on place à des postes importants en France, ce sont des enfants issus de cet abus physique. Et j'en suis convaincu. Emmanuel Macron, en l'occurrence, victime de son conjoint pédocriminel, puisque au regard de la loi française, son conjoint devrait être en prison. Et ce dernier nous fait la leçon du matin au soir et nous dit ce qui est bon ou pas bon pour les Français. Enfin, c'est encore un autre sujet, mais je rappelais tout à l'heure qu'il n'y a même pas 2 jours, Éric Loridan, que j'aime beaucoup, que je salue, qui est un chirurgien qui a vraiment montré l'exemple juste par avoir respecté le code de déontologie, le serment d'Hippocrate, avait déclaré il y a 2 jours, suite à cet amendement, que c'est, je cite, « République mortifère ». Voilà. C'est après ça, les médecins n'ont toujours pas compris qu'ils sont pris en otage par le politique, c'est que ce corps de métier a définitivement perdu son âme. Voilà. Il a résumé en un tweet ce que tu disais tout à l'heure, parce que c'est vrai que on est aujourd'hui dans un pays, enfin bon, j'ai presque envie de dire, c'est la République qu'on a euthanasiée. Le référendum, j'en sais quelque chose pour avoir voté non en 2005, eh ben, ils s'en moquent. 2008, traité de Lisbonne, allez vous faire voir, les Français. La rue, les gilets jaunes, un nombre incroyable de condamnés par des criminels en robe noire, qui n'a pas hésité à mettre des peines de prison ferme, ce qu'il ne faut même pas à l'endroit des pédocriminels. Bon. On s'en moque de la rue, donc c'est pour ça que je dis que ça ne sert à rien de marcher derrière des faux prophètes, ils se reconnaîtront. L'Assemblée nationale, dès qu'il y a une chose qui ne leur convient pas, le 49.3, allez, on s'en moque. Et puis le suffrage universel, je suis bien placé pour savoir, puisque j'ai saisi le Conseil constitutionnel avec des Français, je les en remercierai jamais assez, mais aussi la CEDH, pour fraude des élections présidentielles. Même si certains tentent de le faire oublier, je suis le seul à l'avoir fait pour tous les Français. Mais là où les Français ne se rendent pas compte d'une chose avec cette loi sur l'euthanasie, c'est pour ça que je voulais tout à l'heure rappeler ce qui s'est passé sous Édouard Philippe. La commission d'enquête qui a été dirigée par le député Ciotti, donc voilà, on ne peut pas dire que ce soit un parti pris, a reconnu que pendant le Covid, il y avait eu des brigades qui avaient été spécialement créées pour aller assassiner les personnes âgées à coups de Rivotril. Je veux dire, les mots sont durs, mais c'est une réalité. Là, il y a eu une euthanasie à grandeur nature qui a été chapeautée par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Ce gars devrait être en prison. Et les médias mainstream nous le présentent comme se disant la personne préférée des Français. Oui, non, mais non, mais ils sont même plus dans le réel. C'est un monde parallèle, là. Et si vous étiez enrhumé ou considéré comme contaminant, alors imaginez demain si vous êtes considéré dissident par ces gens-là, je peux vous assurer que vous aurez une double dose létale en opération commando, mais c'est quand même une réalité qu'il nous faut, comment on appelle ça, qu'il nous faut dénoncer. C'est que ça a déjà eu lieu. Je veux dire, Édouard Philippe, l'homme du Rivotril, c'est quand même un sédatif qui a été donné sur ordre aux résidents des EHPAD qui toussaient. Et quand même, ça, feu le docteur Stéphane Gaillet, paix en son âme, avec qui j'entretenais une relation épistolaire, enfin d'échange, il me rappelait que sur la notice, c'était bien indiqué à ne pas prescrire en cas de problème respiratoire. Donc c'est un assassinat programmé par Édouard Philippe. Tout le gouvernement visé par Emmanuel Macron. Donc je ne vois pas, comment on appelle ça,
une excuse encore à trouver à ces gens-là via cet amendement qui vient d'être passé sur l'euthanasie. C'est-à-dire, on était encore, c'était même pire que l'euthanasie, ce que le docteur Gaillet disait, c'était de l'homicide volontaire. Ça va quand même très loin. Ce gars-là devrait être en prison. Hein, et on essaie de nous le vendre comme le prochain président contre deux mecs qui pensent à peu près la même chose, que sont Attal et Bardella. Ils sont littéralement insignifiants. D'ailleurs, à chaque fois, on ne les met jamais en contradiction parce qu'on choisit face à qui ils vont débattre. Moi, ils n'ont jamais accepté, même Pascal Praud, en tant que président pour l'Alliance, à ce que je puisse débattre avec ces pseudo-candidats et qui ont couvert, parce qu'ils ne le dénoncent pas, ce crime contre des Français, cet homicide volontaire contre des Français. Aujourd'hui, des milliers de familles françaises pleurent leurs anciens qui ont été assassinés par le Premier ministre, le gouvernement, ainsi que le président de la République. Je cite quand même que j'ai retrouvé là un des tweets de feu Dr Stéphane Gaillet. Je cite, « Ce n'est plus de l'euthanasie, c'est de l'homicide volontaire. L'euthanasie concerne des personnes dont l'espérance de vie est très brève, sans possibilité d'amélioration et dont la vie n'est plus supportable en raison de souffrances et de handicap. Ici, on aurait pu soigner ces personnes avec de l'oxygène et de l'azithromycine et l'hydroxychloroquine ou de l'ivermectine. Ce sont donc des homicides volontaires déguisés en euthanasie. Étant donné que ces actes ont été commis en masse, cela ressemble à un génocide. Les juges devront trouver la qualification criminelle qui s'applique au mieux à ce type de situation abjecte et abominable. » Et là, il n'y a pas un juge qui décide de poursuivre. Dans notre propre pays, nous avons des criminels qui tuent des Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous parle de terrorisme islamiste, tout ça. Moi, je tiens à rappeler qu'un bon nombre des attentats terroristes ont été commis par des personnes qui étaient en lien avec des gens de la DGSI. D'ailleurs, aujourd'hui, au moment où on se parle, Emmanuel Macron, Bruno Retailleau, Gérald Darmanin protègent un réseau pédocriminel de la DGSI qui font des trafics de passeports d'enfants dans le cadre d'une affaire de corruption de mineurs. Et le commissariat du 17e arrondissement empêche la manifestation de la vérité par une enquête qui aurait dû être faite. J'assume l'entièreté de ce que je suis en train de dire puisque j'ai des preuves irréfutables. Donc on a aujourd'hui un pouvoir criminel qui est arrivé au bout du bout de sa séquence criminogène qui consiste à dire maintenant vos corps, vous n'êtes plus des humains, vous êtes juste des corps qui ont une valeur éventuellement en fonction de votre rang social, puis encore. Et il faut savoir que la France, aujourd'hui, par rapport à ce que tu m'as dit, j'ai regardé, nous sommes le pays qui est allé le plus loin dans l'amendement, c'est-à-dire que les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, le Canada, je veux dire, sont en deçà de ce que la France fait. Mais c'est ce que je t'avais dit il y a quelque temps concernant donc la loi Touraine. J'ai dit que même les pays, qui ont la renommée des plus barbares, les plus, on va dire, sauvages, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de respect du droit de l'humain, ils n'ont pas été capables de sortir cette loi Touraine, l'équivalent de la loi Touraine. C'est dire vraiment là où on se trouve ici en France, c'est-à-dire que finalement la meilleure façon de tromper son monde, c'est d'être en costume cravate. Et on sait bien que les grands gangsters, les plus grands gangsters, ils sont toujours en costume cravate. Et malheureusement, moi quand je vois et que j'entends toutes ces histoires qui n'embellissent pas la France, comme je dis, et je vois parce que pour moi, c'est des contradictions. Quand je vois que la France, par exemple, elle a été conviée à signer en 2015, elle n'est pas venue, naturellement, contre une lutte contre le trafic d'organes, alors qu'elle avait le projet de mettre en place cette loi Touraine, elle n'est pas venue, et c'est seulement en 2023 qu'elle a signé. Mais quelle contradiction avec cette ratification, quand on sait qu'il y a eu ces expositions de cadavres humains ici en France, que on a été capable d'exposer des corps humains sans savoir leur provenance. On en a fait, il y avait des descentes de lits, comme on le fait avec les ours, mais avec des humains. Il y avait des positions, mais on dit c'est de l'art.
Mais c'est où l'art ? Que ces corps reposent en terre, que ces corps qui ont des familles puissent recevoir ces familles qui ont une pensée pour eux une fois morts. Aujourd'hui, cette partie-là, ça a été enlevé à ces familles. Et on accepte ça. Et c'est là où on se déshumanise quand on va sur ce chemin. Et c'est une contradiction également pour moi avec l'euthanasie, mais ça va dans le même sens. C'est-à-dire qu'on est sur le même chemin, c'est-à-dire un chemin de déshumanisation. Et finalement, l'homme, aujourd'hui, celui qui est humain dans sa chair, qui a des émotions, des larmes, on ne trouve pas notre place dans ce gouvernement qui, en réalité, on peut se poser la question, sont-ils encore humains ? C'est vraiment la question que je me pose, parce que quand je les vois réagir, quand je vois avec quelle force ils ont frappé ces gilets jaunes, éborgnés, arraché des mains, aucune justice pour eux à ce jour, aucune justice pour tous ceux qui subissent avec une force cette injustice, et en plus, au nom de quoi ? Au nom de la liberté, au nom de l'expression, au nom de quoi ? Ces juges, quand je les vois, comme ça s'appelle, cautionner tout ça, sans y mettre leur grain de sel pour pouvoir équilibrer, rapporter un petit peu de douceur, de paix dans ce monde, rien. Silence radio. Et ils sont même allés jusqu'à aller trafiquer un rapport d'autopsie dans l'affaire du Gilet jaune concernant la mort de feu Zineb Redouane, où est mêlé Christophe Castaner, je vous cite publiquement, Christophe Castaner, Laurent Nunez Belda, qu'on retrouve aujourd'hui comme préfet de police, qui est un homme extrêmement dangereux du fait de son irrespect de la loi, et qui a dit publiquement qu'une main arrachée n'est pas illégale. Oui, donc par lui, ça paraît tout à fait normal. Bon, et le procureur de Marseille de l'époque, il faut dire que la pauvre malheureuse, paix à son âme, était aussi d'origine française, mais ayant des origines algériennes. Et on sait qu'aujourd'hui, pour ce pouvoir, et on l'a vu avec les sauts de cabri de l'insignifiant Bruno Retailleau, je rappelle qu'il est juste, pour moi, le petit tricheur d'Interville. Il pense qu'il est habillé du costume de ministre de l'Intérieur. Leur haine sidérale pour les Algériens, comment dire, à l'opposé de ce que sont les Français. Les Français ne sont pas racistes, les Français ne sont pas en guerre avec qui que ce soit. Ils veulent juste à ce qu'ils vivent, comment dire, ils vivent mieux. Et en sécurité. Voilà. C'est tout ce qu'ils demandent. C'est tout ce qu'ils demandent. Et ce pouvoir raciste, et en l'occurrence, ils ont montré leur haine viscérale. On ne sait pas, du jour au lendemain, ils sont devenus complètement anti-algériens. Ils sont allés jusqu'à, via la patronne de la DGSI, créer, soi-disant, un ennemi de l'intérieur. Je tiens à rappeler que la DGSI est aujourd'hui une structure criminelle, puisqu'en son sein, il existe une cellule qui s'appelle la cellule Al-Lat, qui n'est toujours pas dissous, qui est là pour créer un conflit de civilisation entre chrétiens et musulmans en France et qui pousse à la guerre civile, et qui est probablement derrière aussi, ça j'en parlerai dans une prochaine chronique, concernant la mort d'Aboubacar Cissé, qui a un nombre incalculable de zones d'ombre dans cette affaire. Et on voit que tout de suite, c'est parti dans un dérapage où, pratiquement raciste, ou de pré-guerre civile, où deux camps se constituaient. Je tiens à rappeler aux Français, enfin pour ma part, il n'y a que deux races, comme disait Ho Chi Minh, les exploitants et les exploités. Si vous oubliez que nous avons tous du sang rouge et des os blancs, ça c'est votre problème. En tout cas, j'irai pas dans le sens de nos politiques racistes, qui eux sont réellement racistes. Les propos qu'ils ont tenus récemment à l'endroit des Français, tout ça parce qu'ils avaient éventuellement une origine algérienne, est juste à vomir. Et qui, en réalité, au lieu de nous défendre, nous, Français, sur le plan collectif, par rapport à ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire une paupérisation de masse, des services publics qui ne marchent plus, des trafics d'organes, de drogue, d'enfants qui se situent à des niveaux complètement délirants par rapport à notre pays, on nous fait croire qu'aujourd'hui, le danger, c'est le voisin parce qu'il aurait
une peau de couleur un peu plus mate, et éventuellement, il prierait un Dieu qu'il nomme pas de la même manière, c'est-à-dire qu'il appelle Allah pendant que vous dites Dieu ou Yahvé. Je dis juste la chose suivante. En tout cas, à Nexus, une chose est sûre, c'est qu'on ne cautionnera jamais le racisme sous toutes ses formes. Et c'est pour ça que je dis, rapportons-nous aux faits, et on voit que dans les faits, nous avons un pouvoir extrêmement criminel, avec un président raciste. Hein, ça, c'est irréfutable. Hein. Il nous appelle Rabzouz pour ceux qui ont un nom en consonance, et Mamadou pour ceux qui sont noirs. Bon. Et dans un échange qu'il a eu avec Louis de Raguenel, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, il a parlé de bougnoul et de crouille. Donc, pour revenir aussi à notre sujet, parce que c'est important de voir tous les liens en réalité, ces gens qu'on a aujourd'hui au pouvoir sont les pires ennemis des Français. Ils sont les pires ennemis des Français. Et quand tu parlais d'humanité, ils se sont défaits de l'humanité. Ils ont un mépris absolu pour ce peuple qui se saigne tous les jours, qui travaille pour eux. On travaille. Même nous, en ce moment, nous travaillons. Moi, je travaille en ce moment pour financer le salaire de gens qui ne servent à rien, qui servent qu'à créer de la dissension, à faire passer des lois nazies et eugénistes. Voilà. Alors, oui, je l'assume pleinement. Je suis pour la vie, pendant que vous êtes pour la destruction. Je tiens à rappeler quand même qu'il y a eu un article dans le Times qui datait d'avril 2024, qui était une vraie tribune eugéniste, qui disait ouvertement qu'il fallait, qui plaidait pour la mort assistée des personnes âgées, qui s'appellent vieillards, et des impotents, parce qu'ils estimaient que le coût social était trop lourd. Et il disait que, et c'était très intéressant, il fallait réviser nos normes morales parce qu'elles étaient trop empreintes d'humanisme pour les remplacer par une euthanasie, entre guillemets, socialement responsable, sereinement précitée, j'ai envie de dire. Ça va exactement dans ce que tu viens de dire. En fin de compte, voilà McKinsey qui œuvre comme une pieuvre, voilà, pour au final nous dire vos normes, elles sont trop humanistes, vous avez beaucoup trop d'empathie pour les enfants, les personnes âgées, les animaux, les personnes handicapées. Il faudrait devenir socialement responsable en pensant à leur mort assistée. Enfin, est-ce que les gens se rendent compte dans quel monde nous sommes en train de tomber? C'est plus... Tu avais raison, hein. Ça sera le combat de l'âme. De l'âme. Ça sera le combat de l'âme. Tu avais raison, mon cher Thierry. Et tu vois, et quand tu parlais de... Tu dis... Tu as rappelé à l'instant que on a tous des os blancs et le sang rouge. Oui. Et pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur à ce niveau-là. Et je te rappelle que dans cette histoire de Covid qui a fait bouger le monde entier, l'ARN messager a été fait avec des cellules, avec une technologie d'une femme noire qui s'appelait Henrietta Lacks. Je l'ignorais. Henrietta Lacks. Et parce que ces cellules qui sont toujours vivantes, elle est connue parce que ces cellules sont immortelles. Et donc c'est à partir de ces cellules immortelles, puisque c'est un cancer dont elle est morte, et elle avait des cellules cancéreuses immortelles. Et on s'est dit un petit peu comme avec le venin du serpent, c'est que c'est avec le venin du serpent qu'on fait l'antidote. On a pensé faire l'antidote avec ces cellules cancéreuses et qui sont immortelles. Et donc la majorité des gens racistes qui se sont fait injecter le Covid, là, le vaccin, là, si on peut appeler ça un vaccin, c'est avec les cellules. C'est une thérapie génique. La thérapie génique, c'est avec les cellules de cette femme noire qui s'appelle Henrietta Lacks. Donc, c'est quand même assez amusant. Et c'est là où finalement, même dans le soin, il n'y a pas de couleur. Oui. Parce que ces cellules... ben oui, c'était... Voilà. En tout cas, cette émission a eu la vertu de nous sortir un nouveau... Comment dire un nouveau paradigme, une nouvelle vision de voir ce pourquoi cet amendement a été fait, puisque je tenais absolument à ce qu'on fasse cette émission, parce que j'ai regardé partout à travers la presse. Alors, la presse étrangère
en parle largement, parce que les expériences passées prouvent qu'il y a eu des dérives totales concernant le vol d'organes et donc le trafic d'organes, comme tu dis si bien, qui rapporte plusieurs de milliards, voire trillions de milliards par an en argent, et les gens s'en rendent pas compte. En réalité, aujourd'hui, ça c'est les corps sont maintenus vivants artificiellement, enfin sont maintenus vivants très peu de temps pour que les organes soient prélevés. D'ailleurs, dans une émission récente avec le père Hakim, le père de petit Yanis, il a eu à découvrir que son fils a eu des organes prélevés, bien sûr à son insu, et que toi tu as découvert qu'en fin de compte ça avait été fait pour déterminer la vitesse du véhicule. Enfin. C'était l'objectif. Moi, tu sais, j'ai une voiture, je conduis tous les jours, et quand je rentre dans une zone à 30 km/h, je peux te dire que tu peux renverser personne. En réalité, tout conducteur sait qu'à 30 km/h, c'est tellement lent, un véhicule, quand il se déplace, que le moindre obstacle, le moindre mouvement devant, on appuie sur le frein, ça freine tout de suite, et on ne renverse personne. Et donc, dans l'affaire Hakim... Et là, même dans la description qui s'est faite avec le papa d'Hakim, que je salue... Le papa de Yanis. Hakim. Le papa de Yanis. Oui, le papa. Donc, je dis le papa Hakim, le papa qui s'appelle Hakim, dont le fils est Yanis, paix à son âme. Je dis vraiment que sans même passer par une expertise, on sait tout de suite qu'à 30 km/h, on ne peut pas tuer quelqu'un. On ne peut pas... l'état dans lequel il a retrouvé son fils, c'est impossible. Donc, il n'y avait pas besoin d'aller plus loin dans l'autopsie, et que cette autopsie, si vraiment il fallait, en tout cas, l'ordonner, elle ne pouvait donc, en tout cas, avoir pour objectif que de déterminer la vitesse du véhicule. Mais on voit que là, c'était encore une fois une façade pour se servir, comme ils le font à chaque fois. Ils l'ont fait avec, on le voit, puisque là, on parle sur Wikipédia, on parle de ces personnes victimes des attentats qui se retrouvent une deuxième fois devant les tribunaux pour réclamer les parties manquantes du corps de leur enfant pour pouvoir l'enterrer dans la totalité. Mais quelle douleur, quel parcours sans âme humaine. On ne peut pas imposer ça à des familles qui souffrent déjà, et ajouter une souffrance supplémentaire à ces familles. C'est inhumain. Mais aujourd'hui, on voit bien que cette inhumanité, elle devient monnaie courante dans les tribunaux, au niveau des politiques, qui deviennent, en tout cas à nos yeux, des personnes sur lesquelles on ne peut pas les comprendre. C'est des gens qui deviennent pour nous des martiens, des je ne sais quoi. En tout cas, ils ne sont pas terriens. Ils ne sont pas... On se demande quelle espèce sont-ils. Moi, je pense que s'il devait y avoir des martiens, ils seraient plus humains qu'eux. Certainement, mais oui. Eux, si pour les qualifier, moi j'appelle ça des déchets organiques, voire des parasites. Aujourd'hui, ils ont pris le pouvoir. Ils sont pas contraints dans l'exercice de leur pouvoir par des contre-pouvoirs. Donc c'est pour ça que les Français doivent réfléchir à prendre le pouvoir, et pour ça il faut faire le nombre. Voilà, moi j'ai créé une structure dans ce sens parce que ça peut plus durer. On a affaire à des criminels qui sont poste clés. En tout cas, je te remercie 1000 fois de nous avoir ouvert les yeux sur cet aspect réel. On peut vraiment, enfin moi je pense vraiment que tu m'as convaincu que cette loi est là aussi pour assurer la protection d'un trafic qui était déjà organisé, qui existait déjà, qui est le trafic d'organes. Voilà, oui. Mais là, ils ont à peu près sécurisé ce trafic en pouvant mettre dans la nasse des personnes. Je crois que c'est un rapport en Belgique qui a reconnu qu'aujourd'hui 30% des gens qui avaient fait le choix d'être euthanasiés étaient pour des raisons socio-économiques. C'est-à-dire que ce n'étaient même pas des gens qui étaient désespérés de la vie, c'était des gens qui étaient tellement appauvris socialement, qui pas rattachés ou pas aidés par leur famille ou par des proches, n'ayant peu de liens sociaux ou n'ayant pas d'attache sur le plan même spirituel, qui se sont dit après tout je suis qu'un objet de consommation, je ne peux plus consommer, je ne sers à rien à la société. C'est pour ça que j'invite tout le monde
à garder le lien social, à rester optimiste, même si Emmanuel Macron, le raciste, qui nous qualifie de Rabzouz, de Mamadou, de Bougnoul et des Crouilles, cherche à couper ce lien social entre tous les Français. Nous devons préserver du lien social pour que même des gens qui sont dans une extrême fragilité ne cherchent pas à tomber dans cet amendement qui vient d'être voté par la gauche et par la droite. Pour ceux qui pensent qu'il y a encore une différence, je peux rien pour vous. Simplement, leur éviter de se dire voilà, je sers à rien, je mérite que de mourir. Il y en a quand même en Belgique à peu près 20 à 30% qui ont été motivés par ça. Donc on voit que c'est même pas des raisons médicales. Je peux vous assurer que sur ces 20-30%, ils se sont largement servis leur cœur, leurs poumons, les reins, enfin, j'imagine. Bon. C'est triste. Alors, comment cette loi donc a été créée, cet amendement, pour perpétrer en toute légalité le trafic d'organes, qui est extrêmement important en France, qui n'est pas combattu malheureusement. La preuve avec l'affaire Kabyle. C'est un amendement qui permet de se débarrasser de ceux qui ne sont ni productifs ni solvables, aux yeux de ce pouvoir... j'ai presque envie de dire, moi pour ma part, quand Emmanuel Macron dit la bête de l'événement arrive, je pense qu'il pense plus à Satan qu'à Dieu. Et puis on voit qu'on est dans l'instrumentalisation ultime de l'homme, de la femme, de l'enfant, de l'être humain. On voit que ce texte qui a été amendé en France est pire que les textes qui ont été votés aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne, au Canada. Donc aujourd'hui, c'est vrai, il y a une réalité. Il faut éviter de faire confiance en la médecine en France. Je vous renvoie aux propos du docteur Loridan et de tant d'autres, feu docteur Stéphane Gaillet. Il y a une vraie question pour nous qui se pose aujourd'hui. Est-ce qu'en France, à un moment donné, collectivement, face à ce pouvoir, on va faire le choix du respect de la dignité humaine, du respect de la vie. Voilà. Aujourd'hui, on voit que dans nos tribunaux, ceux qui sont protégés, ceux qui détruisent les vies, ceux qui assassinent des personnes, qui violent des femmes, qui violent des enfants et les détruisent à vie. On voit aujourd'hui que ce pouvoir met tout en œuvre pour protéger les pires perversions qui doivent être même enseignées à l'école. Je dis et je préviens de l'objectif de cet échange avec Thierry Kabyle aujourd'hui. Il est impératif, parce qu'aujourd'hui nous avons toutes les preuves de nous rassembler collectivement, parce que ça ne peut plus durer. Je veux dire, on fait le choix de vous alerter. Faites le choix de votre conscience, de votre âme, de vos enfants. Voilà. À la rigueur, j'ai presque envie de dire, rassemblons-nous en masse, vu qu'ils ne passent leur temps qu'à compter les voix et aller vers les voix. Tous ces gens sont minoritaires. Je tiens à le dire que tous ces gens sont minoritaires. Ceux qui sont minoritaires, c'est ceux qui sont au pouvoir, ce ne sont pas les Français. Donc, arrêtons de tomber dans les pièges que nous tendent nos politiques actuelles, qui ne sont que des esclaves, je dis bien des esclaves, de la criminalité financière qui a pénétré toutes nos institutions et qui les a corrompus. Voilà. Il est temps que les Français prennent leur destin en main. Je vous invite à vous procurer le livre de Thierry Kabyle. Vous comprendrez ce que c'est le trafic d'organes. C'est un ouvrage remarquablement bien écrit par ton avocat, maître Dominique Kounkou. Je tiens à vous dire que à travers plusieurs numéros de Nexus, il est porté très haut et très loin la dignité de l'être vivant. Et c'est pour ça que je me suis moi-même abonné au magazine Nexus. C'est sans publicité. Faites œuvre utile. Comme disait Michel Serres,
la meilleure manière de lutter, de combattre et de ne pas avoir Alzheimer, c'est de s'instruire. De chaque jour lire un texte, même court, difficile, pour nous obliger à comprendre. Il faut retrouver en soi, comme dit si bien Alexis Hope, notre moi enfant. Voilà. Aujourd'hui, ce pouvoir tue notre curiosité, tue notre doute. Comme disait si bien Descartes, cogito ergo sum. C'est pour ça que c'est le doute qui fonde aussi notre être, qui va nous permettre de détruire certains dogmes politiques, dictats politiques, qui va faire qu'on ne va pas comme ça donner notre consentement à des gens qui sont en pleine dérive, qui aujourd'hui nous obligent à accepter et nous obligent à être inhumains. Donc je dis non à Emmanuel Macron, qui n'est qu'un esclave du système. Il est même insignifiant. C'est un enfant abusé d'un acte pédocriminel par son conjoint. Donc pour moi, ça n'a aucun intérêt de disserter davantage sur cette piètre personne. En plus, c'est un pauvre type, c'est un raciste, donc c'est vraiment un pauvre type, quoi. Ce qui est très important pour nous, c'est d'aller dans des témoignages réels. Voilà. Il y a combien d'affaires Kabyle ? Moi, ça m'intéresse de le savoir. Et pour empêcher qu'il y ait d'autres affaires Kabyle, il faut faire connaître cette affaire Kabyle. Il faut vraiment la faire connaître. Voilà. Moi, je ne peux pas vivre, je n'ai pas la conscience tranquille tant que j'ai un homme ici, à côté de moi, qui depuis 24 ans ne sait pas où est enterrée sa maman, ne sait pas où est enterré son frère. Et on a on lui envoie là un acte de naissance disant que son frère est toujours vivant alors qu'il est mort depuis 89. Mais qui peut accepter ça en France ? Et c'est pour ça que c'est un très bon peuple, les Français. Les Français ne sont pas racistes. Je suis né en France, j'ai grandi en France. Les Français sont pétris d'une réelle humanité. Ça fait partie des peuples qui donnent le plus au niveau des associations, qui ne supportent pas de voir la misère, qui ne supportent pas de voir l'injustice. Or, aujourd'hui, les racistes sont au sein de nos institutions. Ils sont dans l'exécutif, ils sont dans le législatif, ils sont au sein de nos institutions, ils sont aussi dans la police. Et ils organisent cette injustice. Et ils organisent, cette injustice au nom du peuple français. Donc, il faut absolument défaire ce scandale sans commune mesure. Thierry, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ? Parce que c'est grâce à toi, encore une fois, que j'ai découvert que derrière cet amendement inique se cachait tout le trafic du don d'organes. Moi, je pense qu'encore une fois, je redirais la même chose, c'est que finalement, nous, on voit l'amendement et on ne voit pas ce qui se passe derrière. On voit, par exemple, nos données médicales qui sont mises en ligne sans penser à mal, alors qu'en réalité, c'est pour tout simplement avoir la possibilité de savoir si la personne est compatible. Aujourd'hui, donc, ils savent vraiment qui va disparaître et pas disparaître grâce à ça. Et donc, tout ce qui est fait, je me rends compte que c'est vraiment fait par rapport aux organes. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font avec tout ça ? Qu'est-ce qu'ils font avec ces organes ? Qu'est-ce qu'ils font avec tous ces corps ? La question se pose. Et c'est là où je me demande s'ils sont encore humains, ces gens-là. Mais je trouve qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix, humainement en tout cas, de se réveiller face à ça et de prendre conscience qu'en réalité, quand on va à l'hôpital, avec toutes ces lois qui se multiplient, celle de l'euthanasie, celle de la loi Touraine, finalement, quand on va à l'hôpital, le danger devient de plus en plus important pour nous. Et c'est pour cela que on doit être de plus en plus vigilant quand on va à l'hôpital. Voilà mon message, parce que soyez vigilants pour tous les gens que vous aimez quand ils vont à l'hôpital. Soyez capables de dire, même pour l'opération la plus bénigne, même un bras cassé, on a vu des gens, vous regarderez dans l'actualité, des gens qui sont rentrés juste pour un membre cassé, je ne sais pas si c'était un bras, une jambe, je ne sais pas ce que c'était, mais qui ne sont pas ressortis de l'hôpital vivants. Et donc, quand on sait ce qu'ils sont capables de faire par rapport à ce trafic qui est couvert, protégé par ces institutions judiciaires, c'est là où, effectivement, on a le devoir d'être vigilant et d'être méfiant, tout simplement, juste pour protéger ceux qu'on aime. Voilà mon message.
Bah écoute, mon cher Thierry, je te remercie 1000 fois. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir à nouveau suivi. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette émission. Je vous remercie 1000 fois parce qu'il faut faire œuvre utile. Moi, je fais ma part à mon niveau, comme le petit colibri. Mais à citer Pierre Rabhi. En tout cas, merci Thierry, merci à toi, merci à ta famille. Je tiens aussi à remercier particulièrement la presse antillaise avec qui j'ai pu échanger par rapport à ton dossier, qui a fait un travail exceptionnel. Je pense à France Antilles et le journal de la... C'est pareil, Guadeloupe. Guadeloupe, mais en tout cas, France Antilles. En tout cas, je les remercie infiniment. Et puis, je remercie toutes les Françaises, tous les Français, amoureux de la vie, amoureux de comment on appelle, de ce qu'a toujours fait la France, c'est-à-dire un État empreint du respect de la justice et de la dignité humaine. Et merci vraiment, vraiment merci à vous toutes et à vous tous. Je vous renvoie au livre L'affaire Kabyle. C'est bien pire que l'affaire Dreyfus et c'est peu de le dire, croyez-moi. En tout cas, merci à vous et je vous dis à bientôt. Merci Thierry. Merci Morad et merci Nexus pour m'avoir reçu de nouveau et de m'exprimer sur un sujet qui, en tout cas, j'espère, sensibilise de plus en plus la population française et la population mondiale. Voilà. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci.